Alors, nous allons commencer. Je pense que si Thierry Smolderin est là, il va arriver, mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Il a peut-être du retard s'il est arrivé en train ce matin ou quoi. On sait ce que c'est avec la SNCF. Et l'interprète pour Alastair Reynolds est en train de courir pour arriver. Donc, nous allons de toute façon commencer d'ores et déjà de parler, d'écrire. Vous voyez, les futurs s'écroulent, comme le disait Jacques Sternberg dans un titre célèbre, c'est les futurs sans avenir. Bon, mais justement, on va discuter des futurs avec avenir, les futurs enviables. Avec tout au bout, nous avons Ariel Kirou, qui est un essayiste bien connu, spécialiste de Philippe Cadic, et qui a réfléchi beaucoup à tout ce qui était les futurs possibles. Il a écrit 3 essais, et c'est aussi un anthologiste qui a écrit très récemment une très belle anthologie qui s'intitule Le futur solidaire. À côté de lui, Francesco Verso. Et voici Laurent, un peu essoufflé. Voilà. Donc, Francesco Verso, qui est un romancier italien, qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, comme quoi les éditeurs ont encore du travail, mais qui a écrit entre autres un roman qui s'appelle Livide, que vous voyez ici, et qui a fait 2 anthologies autour de ce qu'il appelle le solarpunk. Donc tout à l'heure, il va nous expliquer ce qu'est le solarpunk. Et nous avons Alastair Reynolds, donc, qui est lui aussi un auteur britannique extrêmement connu, qui nous projette toujours à travers ses romans dans des futurs plus ou moins lointains. Alors ça va de la trilogie des enfants de Poséidon qui se passe entre le 22 et le 24e siècle, et puis sa toute dernière novella qui vient d'être traduite en français, La 1000e nuit, où alors là nous sommes à 2 millions et quelques d'années dans le futur, un futur qui est peut-être enviable aussi. Donc on va commencer tout de suite, parce que moi il me semble que quand on ouvre le journal le matin, nous vivons depuis déjà pas mal d'années dans un monde qui est totalement dystopique, au lieu d'être utopique. Et justement, alors, ma première question, ça serait, qu'est-ce qu'on peut considérer, qu'est-ce que vous considérez, messieurs, comme un futur enviable? Parce que, est-ce que c'est juste déjà de pouvoir survivre, que l'humanité et la planète survivent, ou est-ce qu'on peut aussi espérer autre chose? Quelles sont pour vous les premières idées sur un futur enviable? Peut-être Ariel alors. Le problème du terme futur enviable, effectivement, c'est futur enviable pour qui? Comme le disait quelqu'un dans la table ronde précédente, les utopies des uns sont souvent les dystopies des autres. Absolument. Donc le terme est compliqué, et le terme est d'autant plus compliqué dans le monde de la science-fiction, où bien souvent les meilleures utopies naissent au cœur de dystopies. En fait. Donc pour moi, l'archétype de ce que serait d'abord un futur enviable, c'est déjà un futur construit par les gens eux-mêmes, plutôt qu'imposé du haut. Hein? Donc quelque part, le futur que vivent aujourd'hui, voilà, le présent que vivent aujourd'hui les Ukrainiens, il est d'autant moins enviable que, effectivement, c'est pas eux qui ont demandé à ce que le satrape Poutine vienne leur taper sur la tête. Donc déjà, le premier point, c'est que ça puisse être construit par les gens eux-mêmes. Voilà. Le deuxième point, à mon sens, d'un futur enviable, c'est un futur, effectivement, où on n'est pas dans la survie, mais dans la vie. C'est-à-dire quelque chose où on n'a pas à penser du jour au lendemain à ce qui va faire qu'on va faire en sorte que ces enfants puissent avoir à manger. Donc ça, c'est déjà les 2 clés minimum de ce futur enviable, et c'est déjà ce qui permet, ces 2 clés-là, en quelque sorte, sont déjà ce qui permet déjà, et c'est un point énorme qu'on n'a pas encore atteint, aux gens de penser à leur capacité à construire leur propre futur. Voilà. Et le troisième point pour moi, c'est de comprendre que le futur enviable n'est pas forcément le présent.
et ce qu'on nous présente comme étant la réalité. À un moment donné, si on écoute la radio, si on écoute la télé, CNews, etc., même France Info, on a l'impression qu'il n'y a pas de futur enviable sans croissance financière, qu'il n'y a pas de futur enviable sans emploi. Et là, ce troisième point pour moi est plus subjectif que les deux autres, mais à mon sens, un futur enviable, c'est déjà un futur qui sort de ce qu'on nous présente comme des normes qui ne le sont pas. Il suffit de voir l'histoire, il suffit de se projeter dans ce que proposent des auteurs de science-fiction ou autres, pour se rendre compte que les notions d'emploi ou de croissance sont conjoncturelles et non pas structurelles. Hein? Et donc, le troisième point, c'est de faire en sorte que les gens réalisent qu'ils ont la capacité d'agir et qu'il y a des milliers de mondes qu'on peut construire sans Poutine, sans Macron, sans Total, et que c'est tout à fait envisageable d'avancer dans ce sens-là. Merci Ariel. Donc là, c'est le futur totalement dystopique pour les grandes multinationales. Après, il y a dans Kim Stanley Robinson, par exemple, dans la trilogie de Mars, il met en scène une véritable économie dans la constitution de Mars, où il y a des entreprises, il y a des gens qui prennent des initiatives, mais il y a un nombre minimum de salariés, il y a une logique de participation, comme dans les coopératives de Mondragon, en fait, en Espagne. Donc c'est une autre logique, un autre système, et des tas d'œuvres, on pourra en citer beaucoup aujourd'hui, des tas d'œuvres, parfois au cœur même de dystopie, mettent en scène d'autres façons de vivre, d'autres systèmes de valeurs, et à mon sens, c'est quelque chose d'aujourd'hui absolument essentiel pour sortir de la radioactivité permanente de la pollution permanente de notre réalité, qui à bien des égards est devenue toxique. D'accord. Merci Ariel. Francesco Verso, vous justement, dans Livide, vous mettez en scène un futur dans lequel la Terre n'est plus qu'une sorte de gigantesque décharge publique sur laquelle chacun gratte, alors comme le disait Ariel, de quoi manger, même pas pour le lendemain, mais pour le jour même. Donc, est-ce que vous pouvez nous commenter sur ce qu'est pour vous un futur enviable? Innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di tornare in Francia dopo alcuni mesi e alcuni anni per gli Utopiali di Nantes. Je vais prendre un micro. Oui, voilà, partage. Désolé, on n'a pas assez de micro. Inizia tutto dal ringraziamento. Francesco Verso est très content d'être en France après une absence de quelques années. Et donc voilà, il va... Per provare a rispondere ad una domanda così difficile vorrei partire dall'immagine di apertura di Blade Runner che dice novembre 2019. Alors, per cominciare a rispondere a questa... Pardon, je suis désolée. Alors, pour commencer à vous répondre, c'est une question qui est très complexe, mais il aimerait commencer avec l'image de Blade Runner 2019. E quindi il futuro è già passato, o almeno l'idea che quel futuro ci è stata raccontata è già parte del nostro presente. Donc le futur, en quelque part, fait partie déjà de notre présent. E quindi come fa oggi la fantascienza a rappresentare il prossimo futuro? Dov'è il futuro? Donc le défi de la science-fiction aujourd'hui, c'est de savoir comment représenter le futur, de savoir où il se situe. Se accendiamo la televisione vediamo rivolte dove le persone cercano di difendersi dalle telecamere della sorveglianza utilizzando sistemi di LED o sistemi di antitracciamento, capiamo che ormai il cyberpunk è la nostra realtà. Donc il y a cette image des caméras de surveillance qui fait partie de ce futur dystopique de voilà, ultra contrôle des infrastructures et voilà. Donc déjà on peut se demander qu'est-ce qui est dystopique dans notre présent. E quindi tutto il sistema di valori che ci è stato proposto e che oggi fa parte del nostro mainstream vanno ribaltati se vogliamo fare fantascienza. Donc ce qui a vraiment questionné c'est l'intégrité du système des valeurs qui nous est proposé aujourd'hui. Ovviamente non è facile rimuovere questo strato di colonizzazione dell'immaginario e di capitalismo imperante che da 80 anni governa il sistema operativo del pianeta.
Donc le défi est de taille puisqu'il y a clairement une sorte de couche qui bride nos imaginaires et qui est aussi une grande conséquence du capitalisme qui, depuis les années 80, est de plus en plus contraignant. Ma le sacche di resistenza sono sempre esistite, dagli anni 60 agli anni 70, a Occupy Wall Street, a una serie di movimenti come Fridays for Future che cercano di proporre qualche cosa di concreto. Mais voilà, il fait référence au mouvement Occupy Wall Street des années 60-70 et donc il identifie des mouvements de résistance qui ont toujours existé et auxquels il faut se référer. E ultimamente, almeno da circa una decina di anni, ma da 5 o 6 più consistentemente, c'è un nuovo movimento che prende l'eredità del cyberpunk e lo trasforma in qualcosa di diverso e si chiama solarpunk. Donc depuis 5 ou 6 ans, il y a un mouvement qui est né et qui prend ses origines du cyberpunk et que Francesco Verso identifie come le solarpunk. Il solarpunk di fatto ha indicato quali sono i problemi, mettendo nero su bianco attraverso alcuni romanzi, alcuni film e alcune narrazioni quelli che saranno appunto le questioni più dure, più critiche, più impellenti del nostro presente, ma non ha proposto soluzioni. Donc le solarpunk a réussi à identifier quels sont les défis et les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, mais il est vrai qu'il n'y a encore pas de solution possible qui a été présentée. E quindi per circa 20 anni ci siamo adagiati nella accettazione della distopia, nell'accettazione del post-apocalittico, nell'accettazione di questo sistema come di fatto Margaret Thatcher ha detto negli anni 90, there is no alternative, questo è il migliore dei futuri possibili, o vi adattate o morite. Donc depuis 20 ans, on se laisse glisser en fait dans une paradoxale acceptation de ce futur qui est dystopique. Et donc voilà, il fait référence à Margaret Thatcher qui met face à cette évidence. C'est à ça qu'il faut s'adapter, sinon on est succomber. Donc voilà, il faut trouver des alternatives pour changer de ce mouvement de pensée, cette acceptation. Quindi dico soltanto alcuni elementi, poi magari andremo un po' avanti, però il solarpunk si propone di utilizzare un altro sistema operativo fatto di alcune voci particolari. Donc il va annoncer quelques éléments et il va peut-être développer après, mais le solarpunk il introduit certains éléments qui permettent de changer réellement une structure de valeur. Inclusività radicale, sostenibilità ambientale, biomimesi e diciamo un'idea di futuro fai da te. Donc c'est un futur DIY donc qu'on crée nous-mêmes et donc c'est la inclusività radicale, un'inclusività radicale totale. Cioè non possiamo aspettarci che il futuro arrivi soltanto da una lingua, una cultura, un'economia e una religione. Il mondo è più ampio di questo. Le futur ne peut pas arriver d'une seule identité, d'une seule langue, d'une seule culture, il faut qu'il soit inclusif et donc que ça soit communautaire qu'il arrive. Ovviamente un uso delle risorse rinnovabili, questo è ovvio, cercando di non distruggere il nostro stesso pianeta. Ce qui implique évidemment l'utilisation d'énergie renouvelable pour ne pas marcher vers la destruction de la planète. Poi ci sono altre cose che magari nel corso della discussione parleremo un po' più a fondo. Donc voilà, il développera plus tard dans la conversation. Oui, nous allons revenir dessus. Merci Francesco. Alastair Reynolds, on vient de parler de Margaret Thatcher, donc justement, pour vous, alors, qu'est-ce qu'un futur enviable? C'est celui des enfants de Poséidon, c'est celui de la millième nuit? What is a good future for you? The one from Poseidon children or the one from the nice? Oh, another one. Yes. Well, hello everyone, and I'm very happy to be here as well. So, Il est très content d'être ici aussi. I think when I write science fiction, I don't really think in terms of utopia or dystopia. Quand j'écris de la science-fiction, je ne réfléchis pas en termes d'utopie ou de dystopie. Because I have a theory that even if we lived in a utopia, we would still complain about it. Ma théorie, c'est que même si on vit dans une utopie, on continuera à se plaindre.
And I think, certainly in my lifetime, most of the time people have been anxious about the present and the future. Pendant toute ma vie, j'ai l'impression que les gens se sont toujours inquiétés pour le présent et pour l'avenir. I think there was maybe a period around the early 90s where there was a little glimmer of optimism because there were things like the end of apartheid and the end of the Cold War. Au début des années 90, il y a peut-être eu une brève période où les gens étaient un peu plus optimistes à cause de la fin de l'apartheid, à cause de la fin de la guerre froide. And you could imagine we could have been on a better path, but powerful interests decided no. Nous aurions pu prendre une voie plus meilleure, mais des puissances autres nous en ont empêché, quoi. So I think even if we were to think ahead, imagine a sort of utopian idea of a society 100 years from now where we've resolved a lot of the problems that face us now, such as geopolitics and climate change. Même si on arrivait dans 100 ans dans une espèce d'utopie où on a réglé plein de problèmes géopolitiques et du changement climatique, I'm sure we would still find things to be anxious and confused about, and on continuera à s'inquiéter et à s'inquiéter pour ce qui se passe, quoi, et à pas comprendre. the science fiction writers of 21, 22 would still be saying, oh, those writers in 2022, they had it so easy because the future was so clear to them. Les auteurs de 2122 continueront à dire les auteurs il y a 100 ans ils avaient vraiment la belle vie parce que le futur était tout tracé pour eux. Whereas we live in really difficult times. Alors que nous vivons dans une période très très difficile. And that thinking is reflected in the way I approach science fiction and the way I think about the future. Et cette façon de penser se réfléchit sur ma façon de faire de la science-fiction et de penser à l'avenir. So, to take the two sort of opposite examples, there is the books and stories that are set in the Revelation Space Universe. Pour prendre deux exemples opposés, il y a les livres qui se situent dans ma série de l'univers de l'espace de la révélation, le site des inhibiteurs. It could be seen as a little dystopian because it's about humanity going out into the galaxy and then finding that the galaxy is very inhospitable and is trying to kill us. On pourrait estimer que c'est vraiment une dystopie parce que c'est des humains qui vont dans la galaxie, qui vont l'explorer et qui découvrent qu'elle est très inhospitalière et que la galaxie essaie de nous tuer. And there are lots of factions in the characters that are having interfactional disputes. Il y a plein de clans et des clans qui s'affrontent entre eux. And lots of nasty things happen to people. Et il se passe plein de choses horribles pour les gens. But then you could also say that I'm only telling the stories about the people in the extreme situations, and there's also a whole civilization implied there where people are sort of living normal lives. Mais on pourrait dire que je parle en fait que des situations extrêmes, que ceux qui ont des vies vraiment compliquées, et qu'il y a toute une civilisation derrière ça où les gens vivent une vie normale. And even when there's a big plague that happens, and some of the stories are set before the plague where it's sort of a golden age, and then there's stories set after it where it's a bit more collapsed and medieval, but there's still room for individual stories that can be positive and negative within that future. Alors il y a une grande peste à un moment, une grande maladie, donc avant ça va à peu près bien, après c'est beaucoup plus compliqué, mais malgré tout, dans tout ça il y a toujours des gens pour qui ça va. So to me it's not really easy to say whether it's utopian or dystopian. And then the sequence of books I wrote beginning with Blue Remembered Earth, I was trying to tell a slightly different story, I must say. Donc pour lui c'est difficile de dire si c'est une dystopie ou une utopie, l'univers de l'espace de la révélation, mais quand il s'est lancé dans la série des enfants de Poséidon avec la Terre bleue de nos souvenirs, il avait une idée plus précise de ce qu'il voulait faire. Because at the time a lot of the science fiction was sort of post-apocalyptic or pre-apocalyptic about zombies and the end of civilization. À l'époque il y avait beaucoup de SF post-apocalyptique ou pré-apocalyptique avec énormément de zombies, etc. So I thought, why not write us some stories that are set, it assumes that climate change is real, that it will happen,
there is adaptation in the society, and people come out the other side of it. And in some respects, it's you could say it's a utopian society because they have very little warfare, no crime, access to very advanced medicine. Everyone lives a quite comfortable life, but they still find loads of things to. They still make problems for themselves. Yeah. Donc il a décidé d'estimer que le changement climatique était vrai, mais que les humains allaient réussir à le contrer, et qu'après ça, ça serait plutôt utopique, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de guerre, tout irait mieux, mais il y aurait quand même des problèmes pour les gens auraient toujours des problèmes. So it's a kind of messy utopia. Donc une utopie un peu cradingue, quoi. Alors, justement, moi ça m'amène à la question suivante, parce que en vous écoutant, Ariel, Francesco, vous avez beaucoup parlé de ce que peuvent faire les hommes, c'est nous qui devons intervenir. Bon, mais nous sommes ici, Hypermonde, nous sommes dans un salon de science-fiction, on parle beaucoup de fiction, mais pour vous trois, est-ce que nous devrions nous appuyer sur la science et les développements futurs de la science pour écrire des futurs enviables, ou est-ce que vous êtes plutôt en accord avec certains des courants écologistes actuels qui au contraire nous disent il faut une décroissance, la survie ne peut passer que par la décroissance. Donc quel est pour vous le rôle de la science ou l'absence de science? Bon, je vais commencer pour... Voilà. Alors, c'est un peu une question piège en fait, parce que je pense que d'une certaine façon, dire qu'on ferait sans la science, c'est de dire qu'on ferait sans la connaissance, en fait, et sans la quête de connaissance. Or, la quête de connaissance est absolument essentielle et majeure. Il n'y a pas d'utopie possible sans la nécessité d'être en recherche, d'être en mouvement. Et les autres types de recherche de mouvement, s'il s'agit de religion ou autres, sont sans doute d'une autre nature, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément le plus souhaitable. Ça dépend des religions peut-être. Donc je vois qu'au-delà de la question de la science ou de la religion comme étant les moteurs de transformation, je crois que la clé c'est la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit au niveau des individus, des collectifs de collectifs, j'aime pas trop le terme État parce que un État c'est statique, alors que je pense qu'il faut qu'on puisse bouger tout ça. Donc je crois que là, la politique c'est... Et il y a un auteur qui montre très bien cette logique-là, c'est Kim Stanley Robinson, que j'ai déjà cité, que je recite une nouvelle fois, mais j'en citerai d'autres tout à l'heure, je vous rassure. Tout dépend des questions en fait. Et je pense notamment à un roman dont j'ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, qui est 2312, où Kim Stanley Robinson met en scène une historienne de 2312 qui analyse les périodes passées. Elle explique que jusqu'en 2060, c'est la grande indécision. En gros, on va tous au mur, on le sait, pourtant on continue à courir vers le mur. Ensuite, de 2060 à, je crois que c'est 2130, on est sur la crise, c'est-à-dire là on s'en prend plein les fouilles, vous voyez les inondations, les incendies, tout ce qu'on est en train de vivre, les tornades aux États-Unis, on a ça multiplié par 5 et il y a des morts et c'est assez dur. Donc il y a forcément une prise de conscience. Et puis, à partir de 2130 jusqu'en 2160, c'est le grand retournement. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse et de Kim Stanley Robinson et de son historienne fictive, c'est que par rapport aux technologies et par rapport aux sciences, ce qu'il explique, c'est qu'au fond, finalement, c'est toute cette période-là d'indécision, de crise et ainsi de suite, qui permettent, mais aussi la logique de l'exploration spatiale qui n'est pas la conquête spatiale dans son idée. En gros, il fait une vraie différence entre les deux, c'est-à-dire la conquête spatiale, c'est on fait comme Elon Musk et Jeff Bezos, c'est-à-dire on emporte notre merde non seulement ici mais partout ailleurs, mais on est dans une logique de quête de connaissances, donc on explore, on crée des technologies
type le James Webb, le télescope ou autre, dans une logique non prédatrice. Et ce mouvement des technologies, des sciences et des technologies, associé à la prise de conscience forcée avec un nombre de morts hallucinant, fait qu'à un moment donné, on est prêt pour avoir des technologies nativement écologistes, inscrites dans des cycles. Je pense au roman de Becky Chambers qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. Elle imagine des gratte-ciels en caséine, en fait, qui se fondent dans le voilà, qui ne sont plus les technologies zombies. Alors, c'est pas un exemple donné par Kim Stanley Robinson, mais ce que montre très bien Kim Stanley Robinson, c'est qu'on a des logiques dans la science aujourd'hui qui sont anthropiques, et que si on veut qu'elles deviennent, pour prendre un mot un peu savant, donc, qui est celui donc, du philosophe Bernard Stiegler, et qu'on dit l'inverse de l'entropie, c'est une création d'autres types d'harmonie. À partir de là, lui, il parle de négantropique, c'est la logique du contraire de l'entropie. Eh bien, ça suppose un choix politique. La géo-ingénierie aujourd'hui, si on l'utilise, on va tous au mur. Dans le monde de Kim Stanley Robinson, si on l'utilise au moment du grand retournement, alors on sera pas là pour le vivre, sauf miracle, parce qu'en 2130, ça paraît un peu compliqué. Eh bien là, oui, il est possible collectivement, parce que l'ensemble du système politique permet à la science ou à la technologie de ne pas être simplement destructrice, de ne pas être simplement anthropique, mais potentiellement d'être constructrice d'autres choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire aujourd'hui, ça veut juste dire que, à mon sens en tout cas, ce sont des associations, c'est des groupes, c'est Extinction Rebellion, c'est des gens dans la solidarité qui font un peu partout, c'est des pressions, c'est des gens qui utilisent la fiction, c'est une série de forces qu'il faut que l'on puisse créer, qui vont changer à très petit niveau aujourd'hui les choses. C'est d'autres types de regards scientifiques, il y en a de plus en plus, de scientifiques qui sont complètement conscients de l'impossibilité de continuer avec la logique de croissance, la logique d'emploi. En fait, donc il faut que ça continue, ça va être minoritaire pendant très longtemps, mais à un moment, vu en plus le contexte catastrophique, quelque chose d'autre peut réellement se construire, même s'il y aura toujours des problèmes. Donc voilà, donc c'est une réponse un peu longue, mais qui effectivement pose cette question essentielle de la politique comme étant au cœur de la transformation, même si elle ne résout pas tout. Francesco Verso. Nel 2003 William Gibson diceva che il futuro è già qui ma non è equamente distribuito. William Gibson il disait que le futur il est déjà là mais il n'est pas reparti de façon équitable. 20 anni dopo, quando questo oggetto esce a Tokyo, a Kinshasa, a Rio de Janeiro, Los Angeles, è lo stesso identico oggetto. Quand l'iPhone il sort à Shanghai, Tokyo, au Brésil, bah, c'est cet objet-là qui va changer en fait, le cours de notre Quindi histoire. non è più vero che il futuro è già qui ma non è equamente distribuito. Ovviamente esistono sempre problemi di accessibilità della tecnologia, ma lo strato di tecnologia che abbiamo nel mondo è uguale dappertutto. Donc en fait, le mobile, pour lui, c'est en fait, la démocratisation de ce futur. Donc on ne peut plus dire que le futur n'est pas distribué de façon équitable, il est partout, même s'il y a des problèmes d'accessibilité. Et ce strat, en fait, nous concerne tous. Quindi che succede? Che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose diverse, perché un conto è avere il 5G a Tokyo, un conto è avere 56K nel Sahara. Un même objet en fait a des usages et des conséquences complètement différentes selon son lieu et sa culture d'usage. Donc c'est pas la même chose que d'avoir la 5G à Tokyo que d'avoir une faible connexion dans le Sahara. Mais c'est le même objet qui donne accès à un même univers et aux mêmes connaissances. Quindi il ruolo della tecnologia è fondamentale perché fa emergere l'innovazione nativa, fa emergere l'ingegnosità delle persone di fronte a un problema concreto. Donc pour lui, la technologie doit être quelque chose qui est mis à disposition des gens pour, donc il appelle ça des innovations natives, pour que en fait, ces outils puissent faire émerger en fait, le génie des gens et leur capacité à changer les choses. Immagino che quando voi eravate giovani, quando io ero giovane, aprivamo i personal computer
cambiavamo gli slot, gli hard disk, le DIMM, cambiavamo tutto e aggiornavamo la nostra tecnologia. Possedevamo una tecnologia perché la potevamo aprire. Quand il était jeune et que vous étiez jeune, en fait, il y avait cette dimension de bricoler ces outils informatiques comme un PC, de changer un disque dur, de manipuler nos objets pour les mettre à jour. Et donc, il y avait un autre rapport en fait à cette technologie. Il était plus accessible. Ecco, abbiamo tutti lo stesso oggetto, ma nessuno di noi lo può più aprire. En fait, là, on a tous le même objet, mais on ne peut plus l'ouvrir, on ne peut plus inspecter, on ne peut plus bricoler. Quindi il problema è come tornare ad appropriarci della tecnologia che ci è stata espropriata dalle grandi multinazionali. Donc le problème, c'est de se réapproprier et comprendre et pouvoir analyser cette technologie que les multinationales nous ont donnée, mais en termes de fait, notre pouvoir à les comprendre et à vraiment les connaître et les utiliser. Siamo diventati utenti e consumatori, ma dovremmo diventare prosumers, dovremmo diventare produttori e consumatori della nostra stessa tecnologia, in grado di affrancarci da grandi reti, corporazioni, e questo è sicuramente difficile. Donc on est des consommateurs, on est des consommateurs et en fait on ne peut pas être des pro-utilisateurs. Pro-utilisateurs, il y a cette notion d'activité et non pas de passivité face à cet objet, et il faut en fait revendiquer ce pouvoir à être actif dans l'usage des technologies. E ovviamente è importante la conoscenza, per questo sapere e distribuire e rendere la conoscenza gratuita. Pensate alla grande innovazione di Wikipedia, quanto ha reso la conoscenza, quanto ha innalzato la diffusione della conoscenza, è fondamentale. Donc la technologie doit être mise à disposition de la connaissance ouverte à tous. Donc il fait l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, c'est l'exemple de comment la technologie a été un outil pour rendre accessible la connaissance au plus grand nombre. Ed esiste un sito che si chiama Apropedia, che vi consente di costruire il vostro pannello solare, la vostra fonte di acqua purificata, vi consente di avere accesso ai manuali di costruzione degli oggetti che servono per affrancarsi dalla rete distribuita, quindi off-grid. Donc, et il fait un exemple d'un autre site qui s'appelle Apropedia. Et donc ce site, c'est comme un Wikipédia, mais qui vous fournit des manuels pour construire en fait tout ce qui peut vous rendre autonome, que ce soit des panneaux solaires, des systèmes de purification d'eau, donc tout ce qui est susceptible de nous rendre indépendants. Merci Francesco. Donc c'est la science en fait applicable et appropriable par tous. Alastair. Oui, le rôle de la science. Exactly the question. The role of the science. Yeah, the role of science in the future. I think I agree with my fellow panelists that the path we've been on with this idea that everything is about growth is crazy and unsustainable. Je suis d'accord avec les autres membres de la table ronde. Ce que nous faisons avec la croissance, la voie sur laquelle nous sommes, ne pourra pas durer éternellement. I mean, in the UK, for decades, there's been this argument that they need to build another runway at Heathrow because if we don't have more capacity at Heathrow, we won't be able to keep up with the extra capacity they're adding in the other airports. And I'm sure they're having the same arguments, you know, it's like... À l'aéroport d'Heathrow à Londres, ça fait longtemps, ils discutent depuis longtemps d'ajouter une nouvelle piste à l'aéroport pour pouvoir mettre d'autres avions, rajouter du trafic comme ils font aux autres aéroports, et en fait ils pensent que ça se fait partout comme ça. You know, they project where they're going to be and then they think, well, if London builds a runway, they'll be ahead of us, so we need to build one and be ahead of them, and then everyone's doing the same thing, so you end up with this ridiculous wild goose chase to increase capacity and
c'est la course à l'échalote en fait. Tout le monde veut une piste de plus pour accueillir plus de monde, l'aéroport d'à côté aussi, ils n'arrêtent pas de construire des choses pour accueillir plus de monde. But that's sort of baked into capitalism, isn't it? The modern free market capitalism is built on the idea that if you're not endlessly expanding, you're static and dying. Et c'est inscrit dans l'ADN du capitalisme. Ça. Si on reste immobile et si on continue pas à croître, on va s'arrêter et mourir. So if you start a little chain of coffee shops, you have to expand and take over the world. You can't just be happy with a little business anymore. Si vous ouvrez un petit café, maintenant on est obligé d'ouvrir des franchises, d'en mettre dans tout le monde les mêmes cafés, sinon on a l'impression qu'on va mourir et pas y arriver. But lots of people are coming around to the idea that this is a stupid way to do things and that there must be other alternatives to living comfortably on Earth. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est une idée idiote, qu'il y a bien d'autres moyens de vivre confortablement sur Terre. I'm convinced that with the right science and the right engineering, we can have a very good lifestyle doing all the things that we enjoy as human beings, but just not in such a profligate, energy-intensive way. Grâce à la science, si on l'utilise comme il faut, on peut avoir un mode de vie tout à fait confortable et joyeux, être heureux, sans avoir à comme ça gaspiller un peu toute l'énergie qui est disponible sur Terre. And some economists say if you want to make money, the way to do it is to go green, because if you get in early on green initiatives and you start converting your power stations and moving to electric power and energy saving measures, you actually end up becoming richer. You might have to wait a bit longer, but at the end of the day, in 50 years, you will have more than made up for your investment. Il y a beaucoup d'économistes désormais qui disent qu'il vaut mieux investir dans l'énergie verte, les panneaux solaires, etc., l'énergie renouvelable, parce que même si on n'aura pas des profits tout de suite, dans 50 ans, on gagnera plus que l'ancienne économie. But then the problem is, in the short term, we have powerful vested interests that would like us to continue exploiting fossil fuels and hydrocarbons, and they have a very powerful voice, and they're very, very powerful behind the scenes in the British government. Et au niveau, en ce moment là, il y a des puissances, il y a des entreprises qui continuent à compter sur les profits à court terme et qui sont toujours sur l'économie de l'essence, et qui sont très forts pour faire du lobby même au gouvernement britannique. But again, I think maybe people are getting a little bit weary of this and they're beginning to see the light and understand that there are other options on the table. Les gens commencent à en avoir marre de ça, ils commencent à se dire qu'il doit bien y avoir d'autres possibilités de le faire. So I don't think, if we think about where we'll be in Bordeaux in 50 years or 100 years, I'm optimistic that we can find, use technology and engineering and science in very clever ways that will enable us to do all the things that we like to do as human beings, but just in a more efficient way that's kinder to the environment. Si on imagine Bordeaux dans 50 ou 100 ans, il est persuadé, Alistair, qu'il trouvera des moyens avec la science et l'ingénierie de continuer à vivre comme on le fait, mais malgré les changements climatiques. So I'm kind of still clinging on to optimism. Il s'accroche encore, il est toujours optimiste pour l'avenir, il continue d'y croire. Alors, justement, moi, ça m'amène à une autre question que je voudrais vous poser. C'est que effectivement, on revient à l'initial, au titre initial, écrire des futurs enviables. Vous venez tous de parler de ces modèles de croissance exponentielle, etc. Moi, je me souviens que quand j'étais gosse, les auteurs de science-fiction nous expliquaient que l'étape suivante, c'était la conquête des astéroïdes avec les usines spatiales, et qu'en fait, on pouvait exploiter l'univers à l'infini, et que ça ne s'arrêterait jamais. Il semble qu'aujourd'hui, c'est un modèle... moi, j'en rêvais quand j'étais gosse. Aujourd'hui, c'est un modèle qui me semble obsolète.
Et justement, est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la science-fiction et de vous qui êtes auteurs que de nous proposer d'autres modèles pour réfléchir au futur et justement, comme vous l'avez dit, permettre aux gens d'avoir une opinion plus éclairée pour ensuite prendre les décisions politiques dont parlait Ariel Kirou? Je commence, même si je ne suis pas... Si, tu as commencé. Oui, oui. Je pense qu'il faut se méfier de la logique de dire moi en tant qu'auteur je dis ce qu'il faut faire. Je pense que c'est pas comme ça que ça se fait. Je pense que l'auteur, ce que fait l'auteur, c'est qu'il se projette, notamment l'auteur de science-fiction. Il imagine un monde avec d'autres types de valeurs potentiellement, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre. Et il a peut-être un secret espoir que ça donne des idées à d'autres et que quelque part ça voilà, peut-être que ça peut être pris dans un jeu vidéo, ça peut être voilà, c'est comme une idée qui se communique et ainsi de suite. Et il a espoir qu'avec d'autres initiatives, avec des gens qui agissent d'un point de vue plus politique, avec des tas de choses, ça peut peut-être participer à une transformation. Donc déjà, je ne pense pas qu'il y ait une volonté, et que l'auteur doit avoir une volonté de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. En revanche, je crois qu'on a besoin des auteurs, on a besoin des écrivains, pour le coup, des scénaristes, pour déjà nous faire comprendre qu'il y a d'autres voies possibles et qu'il y a des horizons différents. Je crois que ça c'est absolument essentiel. Et aussi pour nous faire comprendre que c'est pas parce qu'on a le sentiment de vivre une dystopie qu'on n'est pas capable de semer des graines pour de futures utopies, qui forcément sont également imparfaites. Mais je vais en donner peut-être un ou deux exemples. Pour moi, l'une des plus merveilleuses utopies de la littérature de science-fiction, c'est une ville, une cité, qui s'appelle Précipice, dans Sur l'onde de choc, Shockwave Rider, de John Brunner. C'est un livre de 1975, ça se présente comme une dystopie de surveillance globale, très dure, très dure, avec des logiques de manipulation génétique, etc., avec des logiques de manipulation psychologique aussi des gens. Et on découvre à un moment une ville qui a été créée à partir d'un tremblement de terre en Californie, déconnectée du réseau global. Quand on la découvre la première fois, elle est fondue dans l'environnement, c'est une hallucination, et c'est une utopie des communs avant la lettre. C'est-à-dire que, et ça a été construit à la fois par des habitants qui n'avaient plus rien, par des bénévoles et par des scientifiques. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit comment, on perçoit comment cette utopie est née dans un environnement dystopique. Je crois que ça c'est essentiel à comprendre. Je veux dire que lorsqu'on a fait nos futurs solidaires avec donc 14 auteurs de science-fiction, Philippe Turval, Katie Stewart, beaucoup d'auteurs, l'ICAM par exemple qui a pensé à un écomap du futur, on s'est rendu compte que lorsqu'on leur disait imaginez un monde en quelque sorte à partir de cette notion de solidarité et comment construisez quelque chose, comment on laissait une grande liberté aux auteurs, on s'est rendu compte que l'utopie et la dystopie étaient indissociables. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était le chemin et l'horizon qui changeait à partir du chemin. Mais que l'ICAM a envisagé quelque chose qui était une sorte d'écobat vraiment totalement utopique avec une femme autiste et puis toute une connexion avec un jeune migrant et autres. Donc ça, c'était plutôt dans l'utopie, mais d'autres, comme Norbert Merjanian, ont imaginé quelque chose qui partait de la dystopie avec une sorte de fin de la logique médicale avec le patient, c'est une logique un peu... Mais il y avait des bribes d'utopie qui se nichaient dedans. Et là, je crois que les auteurs, les écrivains, à mon sens, en fait, et souvent ils y réussissent plutôt pas mal, y compris lorsqu'on demande, comme aussi dans l'anthologie Demain le travail, de la Volt, Demain la santé, il y a toute une jeune génération d'auteurs et d'autrices très sensibilisés à ces questions écologiques, à ces questions de santé, à ces questions de solidarité, et qui, quand ils vont raconter des histoires, comme on part de son présent, ils vont pas nier, ils vont rester lucides par rapport au contexte, mais ils vont montrer comment, non seulement c'est possible, mais ça vaut la peine de tenter d'autres façons de vivre, de tenter d'autres visions du monde. Je veux dire, on n'est pas obligé de travailler pour une grosse multinationale. On peut construire son propre avenir, on peut créer des Fab Labs, etc. D'autres possibles
on pensait impossible. Et ça, c'est absolument primordial. Et là, il y a un enjeu majeur que saisissent les auteurs aujourd'hui. On est au début d'une histoire, mais ça, c'est très important parce que ça crée des nouveaux types de points référence pour un tas de gens, potentiellement. Et donc, c'est aussi un moteur, potentiellement, pour l'action dans les années qui viennent. C'est ça, c'est un élément, c'est de la réflexion et non pas effectivement, je m'étais peut-être mal exprimé au début, je ne pensais pas à dire l'auteur de science-fiction va nous apporter la vérité révélée, parce que dans ce cas-là, il fait comme Ron Hubbard, ils font une religion. Exactement. C'est complètement différent. Voilà, et il perd quelque chose d'essentiel, c'est que regardez ce qui se passe avec le complotisme, les platistes, ou à l'opposé, un certain type de fiction des gouvernements en fait, qui nous présentent comme des réalités. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font sauter la digue de la fiction, de ce dispositif fictionnel qui nous permet de prendre une distance et d'accepter d'entrer dans un territoire d'incertitude, d'accepter l'idée que ce qui nous semble impossible peut devenir possible. En fait. Donc on a besoin de ces dispositifs fictionnels, on a besoin de cette mise à distance qui, potentiellement, à mon sens, sur le temps long, peut réellement nous enrichir et qui, à court terme, nous empêche de plonger dans une réalité qui est radioactive. Le philosophe urbaniste Paul Virilio parlait d'accidents de réalité. Je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup d'accidents de réalité qui font qu'on a besoin de dispositifs fictionnels qui, eux, potentiellement, donnent de l'espoir et pourquoi pas des idées. Francesco Verso, c'est aussi ce que vous faites avec vos anthologies de solarpunk. Vous nous apportez des éléments de réflexion pour un futur plus enviable que celui que nous envisageons pour l'instant. Sì, io ho poca fiducia nella politica, perché la politica ha smesso di fare la politica, adesso è l'economia che fa la politica. Il veut rebondir sur l'importance de la politique avant tout. Et pour lui, le problème majeur, c'est le fait que la politique a arrêté de faire de la politique. Et en fait, ce serait l'économie maintenant la solution. Quindi credo che dovremmo de-economizzare il nostro sistema e rendere l'economia meno importante rispetto alla politica e introdurre altri elementi che concorrono allo stesso modo alla costruzione dell'idea di benessere e di felicità delle persone. Donc il faudrait déséconomiser l'économie pour trouver en fait des voies de bien-être qui ne soient pas liées à l'économie. Nelle antologie solarpunk che ho curato ho cercato di scoprire dei modi di raccontare il futuro che provengono da culture che sono state spesso colonizzate. Donc dans ces anthologies dédiées au solarpunk, il a essayé de convoquer en fait des cultures qui sont loin de cet univers économique pour imaginer ces futurs désirables. Noi consideriamo oggi il futuro uno, ne parliamo spesso al singolare, ma in realtà i futuri sono plurali. Donc aujourd'hui on imagine le futur comme un seul futur, mais ils sont pluriels. E questa monoliticità del futuro è una diretta conseguenza della monoliticità del capitalismo. Donc il voit cette façon de voir le futur comme une seule possibilité, une unité, comme une conséquence de la pensée monolithique du capitalisme, un seul bloc. La standardizzazione, l'uniformizzazione, la semplificazione sono tutti strumenti che servono al capitalismo per venderci sempre più cose. Donc la simplification du capitalisme qui est propre au capitalisme est quelque chose qui sert à vendre toujours plus de choses. Donc le fait de ramener tous à ce bloc monolithique à travers la simplification et à la stigmatisation, ça sert à l'économie capitaliste. Ma le persone sono diverse, le persone incarnano storie diverse, raccontano storie diverse, guardano il mondo dal loro unico punto di vista e per riuscire a catturare questa ricchezza, questa diversità, dobbiamo tornare ad ascoltare queste storie. Donc le pouvoir de casser cette image monolithique vient des gens et de leur singularité, de leur façon de voir de façon très personnelle les futurs possibles. Et c'est là qu'il faut aller chercher une façon d'amener de la pluralité. E il solarpunk cerca di
decolonizzare l'immaginazione, decolonizzare il nostro futuro che è stato occupato da un punto di vista, da una cultura, da un immaginario. Il faut décoloniser le futur qui a été occupé par une seule façon de le voir, un seul type d'imaginaire, quelque chose qui a été imposé pour le limiter. Se riusciamo a rimuovere in parte questo strato che insiste sulla nostra immaginazione da tanti anni, riusciremo ad ascoltare altre storie, non saremo sordi nei confronti delle altre tecnologie, degli altri stili di vita, degli altri modi di mangiare, di comportarsi, di essere. Donc il faut lever ces strates qui nous empêchent d'accéder à la richesse des autres façons de voir, que ce soit de vivre, de penser, de manger, de voyager. Il faut retrouver toute cette pluralité de points de vue de culture. E credo che sia l'unico modo per dare una voce a chi ancora non c'è, come le generazioni future, o a chi non ce l'ha, come gli animali e le piante, quindi lavorare verso l'antispecismo, che è il contrario dell'antropocene. Donc pour aller contre cet anthropocène, ce modèle avec l'homme au centre, et redonner la voix aux autres cultures, aux autres humains, mais aussi à ceux qui n'ont pas de voix, comme les animaux et les plantes, il faut aller vers cette communautarisme et s'écouter entre humains et être. Merci Francesco. Alastair, Reynolds, vos commentaires sur le... C'est quoi la question déjà? C'est est-ce que la science-fiction et ses auteurs peuvent nous proposer non pas la vérité révélée, mais des modèles de réflexion, des pistes à explorer pour le futur. I sometimes talk about science fiction as not a way of predicting the future, which is very bad at, but as a tool for mapping the space of possible futures. Donc il dit souvent que pour lui la science-fiction c'est pas une façon de prédire le futur, mais c'est une façon de prédire plusieurs futurs, de voir quel futur pourrait être. So by thinking up narratives and scenarios for futures that might be possible, science fiction gives us a mental toolkit that helps us think more clearly about the present and the coming challenges. Donc la SF nous donne une boîte à outils pour réfléchir à notre présent et à quels pourraient être nos plusieurs futurs. For instance, we might look at, say, the complete works of Kim Stanley Robinson and say there are lots of ideas in those books about different social systems that we could think about trying for real in the future. Par exemple, on pourrait prendre toute l'œuvre de Kim Stanley Robinson et regarder ce qu'il y a qu'on pourrait voler en quelque sorte, quelles idées de façon de faire économique ou autre on pourrait y prendre, sociale surtout, qu'on pourrait appliquer à l'avenir. So science fiction it gives us tools that help us think more clearly about possible futures that await us. Donc la SF nous donne des outils pour réfléchir de façon plus claire au futur qui nous attend. Which is why I think there will always be a role for science fiction. Donc la SF aura toujours un rôle à jouer. Merci, je crois que ça va nous servir de conclusion parce que l'heure a vraiment tourné, nous n'avons fait que gratter la surface, mais donc je pense que et on n'a pas le temps de questions parce qu'il va y avoir la table ronde suivante, puis moi-même je dois courir à une autre table ronde, désolé, mais je pense que vous devez avoir plein de questions et moi je vous invite à retrouver nos auteurs dans les 2 bulles de livres pour pouvoir discuter avec eux et poser toutes les questions qu'on aurait encore envie de poser, mais là on est un peu pris par le temps. Et en attendant, merci beaucoup à nos 3 auteurs et à nos 2 interprètes pour leur travail. Merci.